Vous me recevez là? Il y a quelqu'un? Est-ce que vous me recevez? Oui, Oui, bonjour. Bonjour. C'est bon. Ça arrive. Bonsoir. 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 Chris. C'est bon. Ah, il y a Laurie aussi. Janson. Xavier, dans les vignes, tu y es? C'est bon? Tu m'entends? Tu nous reçois, Xavier? Oui, c'est bon, on vous entend, on est en place. Bon, bah. On va encore attendre quelques petites minutes, voir si des fois il y a des personnes qui nous rejoignent. On arrive à. Je regarde en même temps les écrans, savoir qui est là et tout. On est 3, 6, 9 là, non, Michel, ou encore d'autres? Juste en gros pour faire. On va encore attendre une petite minute. Bon, bah merci d'être là aussi pour la première pour fêter le déconfinement. En fait, voilà, c'est bien de faire une dégustation en visio. Et puis, il y a des gens qui sont loin. Alors, on va essayer de faire des présentations. Je m'excuse si on oublie quelqu'un. Je commence par Laurie. Est-ce que tu es là, Laurie? Laurie Janson. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, tu n'as pas reçu ton vin encore? Non, pas encore. Je le reçois le week-end prochain. Ouais, c'est pas sûr qu'il en reste, qu'ils aient tout vu, ta sœur est. Ouais. Donc c'est déposé, hein, moi voilà, ils l'ont. Hein. Ok, après Laetitia. Donc Laurie, pardon, sur Paris, hein, région parisienne. Laetitia. Oui, bonjour. Bonjour. Alors tu es où toi Moi, je suis en Savoie aussi. Hein. Ah, c'est Laetitia. Bah oui, c'est Laetitia. C'est Laetitia Nisquet, l'épouse de Michel, bon, qui nous aide, qui nous accompagne. Merci. Tu as une bouteille à côté de toi pour goûter aussi? Ouais, plein. Ouais, comment ils vont te retrouver tout à l'heure? Je suis à la maison, ça va. Ok. Après, Odile Créton. Odile, il y a quelqu'un? Tu peux remettre le micro si... Non, bah, elle a peut-être été allée chercher ses bouteilles. Chris, est-ce que tu nous entends? Oui, bonsoir. Merci Oui, pour bonsoir. l'invitation et je suis loin aussi. Alors, où, sur quelle... Pour l'instant, Bruxelles. Oh, super, les amis Belgique, super. On en a 2 dans la cave qui viennent d'arriver, ils sont mis de côté, super. Voilà. Après, Rebecca. pardon, Rebecca. Rebecca. Mais c'est pas Rebecca. Non, mais Rebecca, Oui, ouais, c'est William du coup. William, Rebecca, elle arrive après. Elle couche les enfants et elle arrive, Rebecca. Et pourquoi les enfants ne participent pas à la dégustation alors? Ah, ils pourraient, oui, ils pourraient. Ils ont participé à la dégustation la semaine dernière à la cave. Ils ont goûté le jus de raisin. Ah oui, ok, d'accord. Quelle région, redis-moi, tu es? Nous, on est à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, ville d'eau. Ok, merci. Patrick. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'appelle d'Orléans. Oui. Oh là, d'accord. Eh ben, écoute, bienvenue. Tu as des bouteilles devant toi? Tu vas Non, je serai en Savoie la semaine prochaine, donc je dégusterai la semaine prochaine. Eh ben, écoute, eh ben, très bien. OK. Après, qui est-ce qu'on n'a pas vu? Aurélie, es-tu là? Aurélie? Oui, Oui, ah, bonjour. bonjour. Ah ben oui, Aurélie, ça y est. Alors, mais écoute, il y a plein de noms. C'est notre stagiaire, notre nouvelle stagiaire dynamique. Bon, quand elles ne sont pas là, les stagiaires, c'est un peu le vide, mais on est plus ou moins entre mecs parce qu'on a quand même 4 salariés, 2 stagiaires et 2 salariés. On a la parité, nous hommes-femmes.
Très bien. Eh ben, c'est tout bon, oui. Affolk des Alpes. Nicolas, on t'a pas... Tu nous entends, Nicolas? Oui, bonjour. Et grand bonjour à Laetitia et merci pour l'invitation. Donc, on a répondu, Céline et moi, tous les deux, avec grand plaisir. Je suis passé tout à l'heure chercher des bouteilles. Eh ben, je suis super contente. Moi aussi. Très bien. Bon, eh ben, bienvenue à tous, hein, on va démarrer. C'est notre première, on va essayer d'avoir des liens un petit peu dans tous les sens. Et bon, pour le déconfinement, en attendant de vous voir dans la cave, pour certains, on a vu il n'y a pas longtemps, c'est vraiment avec plaisir qu'on démarre cette petite vidéo en toute simplicité. N'hésitez pas d'intervenir. On va essayer de vous tenir un petit peu au courant de un petit peu où on en est aujourd'hui dans les vignes, toutes les activités climatiques et autres. On avait mis 6 bouteilles de vin, 6 cuvées différentes à déguster. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis en même temps, on vous informe de 2-3 choses pour que ça soit vivant aussi. Voilà. Donc, pour les événements, pour ce qui se passe dans les vignes et tout, je vais demander à Xavier, qui est en plein milieu d'une vigne. Comme ça, il va vous montrer un petit peu la végétation, le gel et tout. Xavier, tu prends la main? Oui, Allez, à toi. c'est bon, vous entendez? On m'entend? Pas très, très fort, mais c'est bon. Je vais parler fort. Donc bonjour tout le monde. On est de retour dans les vignes donc. Pour parler un peu de l'actualité, bon, vous le savez très certainement, c'est surtout la pluie qui était assez agréable au début parce qu'il faisait sec, mais maintenant qui commence un peu à devenir contraignante, notamment pour nous intervenir donc, dans les vignes. Déjà pour travailler les sols, donc comme vous pouvez le voir ici, Franck donc, avait travaillé les sols il y a de ça déjà un bon moment puisqu'il l'avait fait avant l'arrivée de la pluie. Aujourd'hui, bon, ça commencerait à être nécessaire de repasser, mais on ne peut pas parce que les sols sont impraticables, on ferait trop d'ornières, c'est compliqué. Et également pour la fauche, donc vous pouvez voir ici, on a essayé de faucher quand il y avait un moment un peu plus sec. Mais voilà, l'herbe commence quand même à s'accumuler sous les ceps et il va devenir important de passer pour nettoyer tout ça. Et la troisième difficulté, ce sont les traitements. Donc, comme vous le savez, on est passé en conversion bio. Enfin, comme vous le savez, peut-être pas non plus. On commence la conversion en agriculture biologique cette année. Cette conversion, elle nous oblige à utiliser des produits de contact, donc qui sont le cuivre et le soufre, majoritairement. Et ces produits de contact sont lessivés généralement après 20 mm de pluie. Donc en ce moment, les 20 mm de pluie sont très vite atteints. Ça, je pense que vous l'avez vu. Et donc, ça nous oblige à passer plus régulièrement, mais avec des fenêtres de traitement qui sont assez fermées, disons. Là, aujourd'hui, bon, on a pu traiter. C'est pas tout à fait fini, mais on a pu intervenir. Voilà. Et donc, parallèlement à cette conversion bio, on peut aussi citer un essai qu'on fait. On progresse vers l'agriculture biologique, mais bon, le progrès ne s'arrête jamais. On est en train d'essayer d'utiliser du lait écrémé comme produit de traitement, entre guillemets, pour lutter contre le mildiou. Voilà, en remplacement du cuivre, donc qui est efficace dans la lutte contre le mildiou, mais qui est vite problématique parce que c'est un métal lourd. Voilà. Donc pour le moment, c'est qu'au stade de l'essai. On verra en fin de saison comment ça se conclut. Voilà. Donc, les résultats à venir. Également dans les vignes, donc pour revenir par rapport au gel, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour le gel. Aujourd'hui, on est ici dans une zone qui a assez gelé. Donc, on va voir un spécimen ici. Voilà, normalement, le stade actuel, c'est celui-là. Donc, comme vous pouvez voir qu'on dit grappe visible, stade numéro 15. Donc là, la pousse est quand même relativement grande. Mais ici, sur cette parcelle qui a gelé, donc ici, on a un beau spécimen, vous pouvez voir qu'on a des pousses qui sont chétives, qui poussent en zigzag, qui ne vont pas forcément plus grandir, qui n'ont pas de raisin, qui n'ont pas du tout de raisin, sauf une ici derrière. Et qui vont nous contraindre, en fait, comme elles ne poussent pas là où elles devraient pousser,
à les éliminer là où on ne souhaite pas qu'elles poussent. Donc là, vous voyez, par exemple, sur les vieux bois, on a beaucoup de pousses qui ne sont pas fructifères. Elles nous dérangent et on va être obligé de les éliminer. Voilà. Donc, du boulot en rab. L'autre actualité, on en avait parlé la dernière fois, c'est les engrais verts. Donc, qui sont toujours en place, qu'on va bientôt coucher, broyer pour restituer l'azote qu'on cherche à restituer avec ces plantes. Là, après étude, ces plantes, elles vont ramener 30 unités d'azote par hectare et c'est une valeur tout à fait intéressante. Ça correspond à ce qu'on amène généralement en fumure. Et là, voilà, en ayant simplement laissé pousser. Et enfin, la dernière actualité, donc c'est toujours nos moutons qui pâturent. Donc, comme vous pouvez le voir là, sous le talus, voilà, sont au travail, jour et nuit. Enfin bon, pas jour et nuit, mais presque. Et voilà, ils vont clôturer un peu les actualités dans les vignes en ce moment. Merci. Ok, ben très bien, merci. Je ne sais pas si au niveau visuel, c'est assez parlant aussi, des différents éléments extérieurs. Merci aussi à Timothée hein, qui est avec Xavier à faire les prises de vue. Voilà. Nadège. Et puis, on revient un petit peu à la cave et ce qui nous a rassemblés à l'origine, c'est-à-dire la dégustation. Donc, pour commencer, je vais vous donner, présenter rapidement quelques bases de la dégustation. Et donc, je vais me servir un verre, ce sera plus facile et plus parlant. Donc, première étape de la dégustation, évidemment, c'est servir. Ensuite, un vin, pour le déguster, normalement, il y a 3 étapes. On utilise 3 sens. En premier, on le regarde. Donc, on regarde sa robe, sa teinte. Là, on reviendra à peu près. Là, en l'occurrence, j'ai la cuvée prémisse. Donc, c'est du cruet. Mais on reviendra après. Je ne vais pas détailler ça pour l'instant. Donc, on a un blanc. On regarde les reflets, on regarde la teinte, l'intensité de la couleur. Ensuite, deuxième étape, on sent. Alors, dans l'olfaction, il y a deux étapes. Avant de remuer, donc c'est ce qu'on appelle le premier nez. Donc, juste après le service, on sent. Ensuite, une fois qu'on a senti attentivement, on peut remuer, donc aérer le vin un petit peu, et on va sentir à nouveau. Donc, c'est le deuxième nez. Une fois qu'on a analysé tout ce qu'on pouvait analyser au nez, on va apprécier avec la bouche. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait aussi, c'est grumer. Donc, j'ai pris le vin en bouche et j'ai aspiré de l'air à travers mes lèvres pour aérer encore le vin. Je reviendrai dessus, mais ça permet la rétro-olfaction et ça libère des arômes. Mais tout d'abord, en bouche, les principales choses que l'on cherche à analyser, c'est ce qu'on appelle les saveurs. Donc, dans le vin, il y a les 4 saveurs seulement qui nous intéressent. C'est la saveur acide, la saveur amère, le sucre et le sel aussi. Donc, ces 4 saveurs peuvent être présentes dans le vin et on va essayer de les décrire. Mais d'autres choses aussi se rajoutent aux saveurs, c'est les sensations tactiles. Donc, quand on parle de tanin, c'est une sensation tactile, ce n'est pas une saveur. C'est ce qu'on appelle tanin ou astringence. C'est ce qu'on perçoit, par exemple, avec des côtés rêches, séchant un petit peu en bouche sur les rouges. Et donc, c'est une sensation tactile. Et ensuite, on peut aussi percevoir la température du vin, qui peut être froide, chaude, à différents degrés, et puis d'autres petites sensations comme ça. Et aussi le gaz carbonique, comme mon père me le souffle, j'allais oublier. Donc, ce qui est des fois un petit peu légèrement pétillant sur certains blancs, ça ramène de la fraîcheur au vin en général quand on en laisse un peu plus. Sur les rouges, en général, on en laisse beaucoup moins, donc c'est moins présent parce qu'on préfère quelque chose d'un peu plus plat. Et donc, je vous ai parlé rapidement de la rétro-olfaction. Je vais revenir dessus. Donc, je disais, on grume de l'air à travers la bouche pour libérer des arômes. Et les arômes, en fait, on ne les perçoit pas dans la bouche, même quand on parle d'arômes en bouche. Ça passe dans les cavités nasales et c'est renvoyé dans le nez. Donc, on peut avoir des arômes à ce niveau-là en grumant, justement. C'est l'intérêt de cet acte.
Donc voilà pour les quelques bases de la dégustation. Et bah, maintenant, j'ai du cruet dans les mains, donc cuvée prémisse. Et bah, je vais vous en parler rapidement. Tu expliques le décroché, ouais. les détails. Donc, la cuvée prémisse, je sais pas. Je appelle à l'aide sur le nom de cuvée parce que j'étais pas là pour leur. La prémisse, ça se rappelle un peu les primats, le froid, en fait, comme c'est un vin sec, un vin fruité ou quoi, voilà, on le raccroche un petit peu à nos neiges, les premiers gels, les premiers froids, les premières sensations, les arômes primaires, peut-être aussi qu'on sent frais. Effectivement. Donc, bah, la prémisse, c'est le cépage jacquère. C'est un des principaux cépages savoyards. On est à peu près à 40% de l'encépagement dans notre zone d'appellation. Donc, c'est un cépage très important, très apprécié aussi localement, un peu moins connu à l'extérieur, mais voilà. C'est un cépage qui est assez productif en général, donc qui fait des grosses grappes assez allongées. Nous, on cultive sur la commune de Cruet. Donc, on a le cru Cruet, qui est un très petit cru, pas très connu, mais assez sympa. On est sur des terrasses calcaires, ou sur Cruet, et bien ensoleillé, comme tout le coin. La précocité, c'est un cépage de deuxième époque, oui, à peu près au milieu des vendanges, en gros, on le récolte. On le vinifie de façon assez commune sur ce type de cépage, c'est pressurage, ensuite débourbage après 24 à 48 heures passées au froid. Donc le débourbage, ce qu'on appelle le débourbage, c'est on le passe au froid, des pots grossiers se mettent au fond et ensuite on récupère seulement la partie claire et pour une fermentation en milieu plus clair qui donne des arômes fermentaires un peu plus fins, un peu plus agréables. Ensuite, fermentation vingtaine de jours, entre 15 et 18 degrés, plutôt 16-17, comme sur la plupart de nos blancs. Suivi post-fermentation, c'est un nos rares vins, on ne fait pas de fermentation malolactique dessus, donc après la fermentation, on bloque celle-ci par le froid. Et parce que les bactéries malolactiques n'aiment pas le froid. Et ensuite, on les laisse sur ces lits. L'élevage est assez court sur ce vin parce que c'est un vin facile à boire, simple. Donc en général, on l'embouteille de façon assez précoce sur le mois de janvier. Et donc ça, c'est les principaux détails sur sa fabrication. En général, pour le servir, on est plutôt sur des températures assez fraîches pour les blancs, on va dire une dizaine de degrés. Et puis, pour la dégustation, donc comme je vous ai expliqué, tout d'abord, on le regarde. Bon, je m'avance pas trop parce qu'avec la lumière ici, c'est pas l'idéal, mais c'est une robe assez claire, assez peu marquée. On a des reflets plutôt argentés sur ce vin. Sur le nez, on est très sur les... Premier nez, je dirais plus sur la minéralité. Deuxième nez, assez sur les agrumes, un peu du citron, des choses comme ça. Des fruits aussi. On a quand même pas mal de fruits. Un petit peu peut-être des côtés floraux, mais c'est plus léger. Et ensuite, en bouche. On est sur un vin. Forcément, c'est de la jacquère, donc c'est assez sur la fraîcheur, assez sur la vivacité. Un tout petit peu de gaz qui ravive encore plus ce côté frais, mais assez peu comparé à d'autres jacquères. C'est pas un vin très long, c'est un vin simple, facile à boire, qui a quand même une belle aromatique, qui se libère aussi en bouche et qui va très bien à l'apéro avec des fromages, avec des fromages. Alors, deux mots, santé déjà à tous, hein, c'est le premier. Santé. Oui, j'ai oublié l'étape avant de boire. Puis le son, en fait, c'est ce qui invite à boire, c'est le fameux bruit. Voilà. Quand même deux mots sur les fromages. Des amis sur Chambéry, des maîtres fromagers, donc Jean-Noël et son épouse Nathalie, qui sont rue Juvry, qui sont des affineurs, des maîtres
Ils affinent les fromages de différentes régions et ils font des choses superbes et ils savent justement bien l'association fromage et vin. Je vais peut-être l'approcher un peu pour vous faire un peu un trait en plus. Nathalie a l'art de la... Ils sont vraiment, vraiment complémentaires. Donc, ouais, comme ça. Bon, ça vous donne envie de les goûter, hein. Alors, redis, voir Michel, qu'est-ce qu'il conseillait? Tu les as vus cet Fromage de après-midi? chèvre. Fromage de chèvre avec le prémisse? Oui, fromage de chèvre. Très bien. Donc là, avec le fromage de chèvre, avec le fromage en général, sur ce genre de vin, on va jouer sur un accord d'opposition. On est bien sur l'acidité, la fraîcheur sur la jaquette. Et par contraste, ça va rendre plus facile l'appréciation du fromage, qui sont plus gras, plus riches. Donc ça va vous donner envie d'en manger plus, alléger un petit peu leur dégustation. Et aussi dans les accords assez communs avec la jacquère, on recommande souvent les huîtres, les fruits de mer. Ça va très bien, les côtés iodés sur ce genre de vin. Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur la... Dites voir un petit peu, allez-y. À vous la parole. Je vois que Benoît nous a rejoint, tu es en voiture. Mais hélas, on est avec un verre à la main et du fromage et toi, tu es dans ta voiture. Bon, tu es bientôt rentré chez toi. Voilà. Oui, je suis en voiture, je rentre du boulot là. Dès que je rentre à la maison, je change, je prends mon ordinateur et je vais à la réunion. Bon. La dégustation, pardon. La dégustation, voilà. Alors, s'il y a des personnes qui veulent intervenir sur ce vin, n'hésitez pas, qui l'ont ou qui ne l'ont pas. Mais voilà, un vin vraiment facile, c'est le vin de la convivialité, de la fraîcheur et de vraiment de l'apéritif, ce qui nous permet d'ouvrir, de mettre en appétence. Idéal. Merci pour cette introduction. Moi, j'ai une question. Avec quelle charcuterie est-ce qu'on pourrait le combiner, le jacquère? Alors, on les conseille avec les fondus raclette, les tartiflettes, les choses comme ça. Il faut se méfier des charcuteries trop épicées, trop poivrées et tout. Donc, il faut rester sur des charcuteries assez légères. Peut-être plutôt des jambons blancs, des choses un peu moins salées que des saucissons ou des jambons creux. Oui. Plutôt peut-être des terrines, des pâtés, des choses comme ça. Mais attention aux charcuteries et vins, c'est pas forcément facile à accorder, hein, même sur des vins rouges. Merci beaucoup. Jambon léger. Alors, on passe au deuxième vin. Le millésime de la jacquère. La jacquère, là, on était sur le millésime 2019. Dis voir qu'on est on finit mais on va passer au millésime 2020 sous très peu. Il nous reste peut-être, je ne sais pas, une vingtaine de cartons, on va dire. Donc, si vous voulez encore du 19, c'est maintenant ou jamais. Ensuite, on va passer à la vice versa. Donc, je ne sais pas si vous avez forcément eu l'occasion de la goûter, de la découvrir, parce que c'est une cuvée qu'on a sortie au mois de novembre ou décembre. Donc, très récent. En fait, la première année de production, qui était 2018, était passée dans notre cuvée hors du temps, qui est un moelleux, parce que 2018 était une année très riche, très chaude, et la verdesse, donc le cépage, est un cépage qui monte facilement en alcool. Et donc, 2018, qui était une année très chaude, on a eu des gros degrés jusqu'à 17-18% d'alcool en potentiel sur ce vin. Donc, on a préféré le faire en moelleux. Et ça donne aussi une très belle expression. Ça convient très bien aussi à ce cépage. Donc, vice versa, pourquoi on l'appelle comme ça? Pour vous parler tout d'abord du nom de la cuvée. Donc, je vous ai dit qu'elle montait facilement en alcool, mais elle a aussi un gros avantage, c'est de garder pas mal d'acidité. Donc, ce côté antinomique vice-versa. Et donc, ça donne un très bel équilibre en bouche, justement. Ce côté acidité et alcool est très apprécié. Et sur 2019, en fait, on a même tellement d'alcool, on était à 15,5 en potentiel, qu'on a un peu de sucre résiduel. On a 15 grammes de sucre. Donc, c'est légèrement sucré en bouche, c'est assez gourmand.
Et on est à 14,5 degrés d'alcool. Donc là, je le précise parce qu'effectivement, c'est assez exceptionnel sur nos vins. Donc la Verdesse, au niveau des particularités du cépage, à noter, elle produit beaucoup de feuilles et c'est certainement pour ça qu'elle monte facilement en alcool. C'est parce que c'est un cépage très feuillu, très, très vert, qui donc accumule plus de sucre. Le terroir, on est sur Saint-Jean-de-la-Porte, donc on reviendra dessus par la suite sur un rouge, on sera aussi sur ce même terroir assez particulier de Saint-Jean-de-la-Porte, qui est donc une moraine, enfin le sol c'est des moraines glaciaires. On est dans un angle un peu d'accumulation de ce que le glacier par le passé a pu ramener d'ailleurs. Donc on a des roches un peu différentes des roches locales et vraiment un sol riche en matériaux glaciers. Et forcément, une très belle exposition. En fait, nos vieux cépages, on essaie vraiment de les mettre en valeur en les plantant sur des beaux terroirs pour vraiment savoir ce qu'ils valent et leur donner une belle chance. Et on en est très content effectivement de ce choix pour la Verdesse qui donne des très très belles expressions déjà alors qu'elle a seulement 3 ans. Donc là, c'est pareil, on est sur 2019 et on va passer... essayer de garder un peu 2019 quand même avant de passer au 2020 qu'on a aussi embouteillé récemment. Sur la vinification, on est assez similaire à la jacquère, sauf qu'on va faire la fermentation malolactique là-dessus. Et on a pas mal insisté sur des bâtonnages aérés. Donc en fait, la Verdesse est un cépage, ce qu'on dit, qui a tendance à réduire un tout petit peu sur un blanc. Et donc, il faut essayer de l'aérer occasionnellement. Donc, la réduction, c'est l'opposition de l'oxydation. Et donc, pendant son élevage, on essaie de faire des petites aérations occasionnellement. Sur la vinification, c'est les principaux points. Et maintenant, on va passer à la dégustation. La température de dégustation peut-être légèrement supérieure à la jacquère. On va peut-être plutôt être sur des 12. On reste frais parce qu'avec l'alcool, il faut quand même rester sur un service assez frais. Et la dégustation. Donc, la robe, comme je l'ai dit, on ne voit pas forcément trop ici. On va être un peu plus intense sur la couleur que la jacquère. On va peut-être être plus légèrement doré aussi. Un peu plus sur des teintes dorées. En nez. Le premier nez, le deuxième nez. On a des côtés assez confits, agrumes confits, zestes d'orange, des choses comme ça, assez présents. Et aussi des plantes aromatiques type verveine. Légèrement anisées aussi, occasionnellement. Un petit peu brioché. Et en bouche, j'ai déjà évoqué précédemment, c'est assez surprenant par rapport au précédent parce que c'est légèrement sucré. Donc on a une belle chaleur, une belle chaleur et de la vivacité et aussi un peu de sucre. Donc quelque chose de facile à boire sur les associations, éventuellement sur des desserts aux fruits, ça va très bien, des tartes aux foies, des choses comme ça. Quelque chose qui est des fois un peu plus difficile à caser, c'est les currys. Les currys de différentes sortes. Et ce genre de vin peut très bien s'associer, essayé et approuvé par moi-même, entre autres. Et fromage fort. Je ne sais pas qu'est-ce qui avait été recommandé sur la Verdesse, peut-être des chèvres, des bleus aussi, ou des choses comme ça. Un fromage pas pressé affiné. Ou des pâtes pressées affinées, des choses comme ça. Des bleus. Donc, je ne sais pas si vous avez des retours, des questions sur la Verdesse, vice-versa. Si vous avez déjà goûté ou pas, entre autres. Un cépage qui vient de très loin, il était utilisé tellement il y avait d'acidité et de verdeur, il était dans le Grésivaudan essentiellement pour des effervescents, il y a une trentaine d'années. Et donc voilà aussi tout le travail que l'on fait dessus avec la modification climatique, mais surtout le travail sur la vigne fait qu'on acquiert des très très belles personnalités sur ce vin. Et donc forcément, en vin sec, en surmaturation, en effervescent, il y a peut-être à peine bien moins de 10 hectares au total, mais en effervescent, en effet, il peut être intéressant. Donc, vraiment une belle découverte à faire. On passe à la suite.
Juste de vous redire quand même un petit peu où on en est dans la conjoncture. Donc, on est bien content que tous nos professionnels puissent réouvrir, puissent travailler. Ça, dans l'image, dans le verre de vin, il y a vraiment plein de symboles, le symbole du travail. Et donc, tous nos restaurateurs qui étaient fermés, les fromagers ont pu fonctionner, les magasins aussi, tout ce qui est au bord des lacs, avec qui on travaille beaucoup en ces périodes-là. Hôtels, les cavistes sont toujours bien fonctionnés, ils se sont fait connaître et exploser leur vente. Donc, on redémarre timidement quand même, mais on a des contacts. Ça fait quelques mois qu'on a eu des petites nouvelles, mais là, sans plus, et ils sont tout contents de passer leur première commande timidement. Et donc, à nous de bien les servir en fonction de leur réouverture et de la progression et d'évolution, bien sûr, de la situation. Donc, voilà, économiquement, bien sûr que ça reste très tendu. On vous attend au caveau. Au caveau, il y a du monde enfin qui revient parce qu'avec le confinement de mars, ça avait été, avril plutôt, ça avait été un peu tristounet. Mais là, vous pouvez venir, hein, on est tous prêts avec nos nouvelles stagiaires, Aurélie entre autres, Camille qui va finir, qui est en train de passer son examen, on pense à elle. Et puis, on aura deux nouveaux stagiaires jeunes aussi qui vont arriver. Donc, on a hâte de vous accueillir. Et puis, excusez-moi, je regarde mes notes quand même. Le millésime 2020, on a commencé à embouteiller le millésime 2020, il nous étonne beaucoup. Le millésime, on le comprend, on le connaît quand on a fini les vendanges, quand les vins sont en grande partie finis. Et à cette période de l'année, on a une grosse évolution au printemps. Les vins bougent, les vins évoluent, ils retrouvent de la personnalité. L'hiver, ils ont passé par des phases fermentaires, par des phases de froid. Et là, on retrouve les millésimes 2020. On est vraiment sur un millésime qui est bien ouvert, qui est intéressant, qui est frais, qui a une complexité aussi et qui est déjà assez mature à déguster. Et donc là, on a commencé, on vous a dit, par la prémisse, le cruet qu'on a embouteillé. Le chardonnay aussi l'a distingué, donc on l'a déjà embouteillé. Je balaye en blanc, la vice-versa, que je viens de vous parler aussi, qu'on a finalement. Et derrière, on les démarre assez vite parce qu'ils se remettent très bien des embouteillages. On va voir le rosé aussi inattendu qu'on a déjà démarré. On a démarré du gamay au portin aussi. Voilà un petit peu les vins qu'on a déjà à la vente, qu'on a démarré à la vente pour le millésime 2020. Chris, à l'appareil, j'ai une question. En fait, quelle est l'origine du nom de la cuvée vice-versa? D'où est-ce que ça vient? Voilà, le vice-versa, en fait, c'est l'ambivalence entre l'acidité, le côté capiteux du vin, et puis le sucre aussi qui est dedans. Donc, en bouche, on a des oppositions. Donc, on a à la fois une face et l'envers. Donc, on l'avait, voilà, vice-versa. On a les deux côtés du vin. Des fois, on a des vins secs, des fois, des vins moelleux. Et là, dans ce vin, on a vraiment les deux, l'ensemble un petit peu des… Donc, voilà. Merci. Voilà. Allez, on passe à deux autres cuvées. C'est bien moi qui les présente. Voilà. Le rosé. Rosé inattendu. Donc, ce nom de cuvée inattendu, parce que le rosé, c'est vraiment… On dit quand on déguste les vins, le plus dur, c'est l'objectivité, c'est faire abstraction de ce qu'on a dans la tête. Et le rosé, c'est premièrement la couleur. Deuxièmement, c'est forcément le sud, et puis chaleureux. Donc, il y a encore un petit peu une image un petit peu compliquée autour du rosé. Donc, notre rosé, pour lui amener une très, très belle personnalité, bien sûr, on l'élabore avec notre cépage rouge mondeuse. Et ça donne un rosé vineux, c'est-à-dire qui tire plus sur un vin rouge de caractère de repas que sur ce qu'on appelle les rosés gris de pressé direct, qui sont des fois à déguster à l'aveugle, on ne sait pas si c'est un blanc ou un rouge. Donc, belle personnalité sur et inattendu, parce que en rosé, on attend tout sauf ce caractère de vin. Donc, voilà pour le nom de la cuvée. La mondeuse aussi, un cépage, quand on aime la mondeuse rouge, que ça soit cuvée pour faire un vin jaune, un vin de garde, un vin tannique, une grappe entière, on a toujours, quand on aime ce cépage, on l'adore toujours. Donc, en rosé, forcément aussi, son caractère est bien présent, sa personnalité bien marquée. Alors, forcément, on va choisir des terroirs légers, on va chercher la fraîcheur, on ne va pas chercher les sols profonds, on va chercher les balcons calcaires avec du caillou et peu de profondeur. En fait, c'est les mêmes que l'on utilise pour faire la mondeuse, je vous parlerai tout à l'heure, obstinée.
on cherche de la fraîcheur, du fruité, des épices. Donc, on va chercher des sols pauvres, légers. La vinification sur ce vin, auparavant, pour obtenir de la couleur sur ce rosé, il fallait laisser macérer une journée, une nuit. Aujourd'hui, déjà en le pressant directement, on a déjà des teintes très belles dessus. Et souvent, on dit « Ah oui, les cavistes ou les restaurateurs aiment des vins un petit peu pelure d'oignon légère ». La couleur, c'est personnel, comme le goût, comme les arômes. Donc, oui, il y a un petit peu de couleur, mais en plus, ça lui met une belle personnalité, cette couleur. Donc, il fermente après, donc on le presse directement, on va le pressurer un petit peu lentement, il fermente comme des vins blancs, basse température, le plus longtemps possible, en cuve, on fait les remontages de lit, on va lui rechercher sa fermentation malolactique, tout simplement pour avoir une belle stabilité aussi sur ce vin et pouvoir bien l'associer sur nos divers repas. Et on peut déjà l'embouteiller assez rapidement. Là, on en a fait une petite cuvée, le restant est encore en cuve. On va l'embouteiller au courant juin, rapidement pour l'été, ce rosé. En dégustation. Allez, venez voir derrière un petit peu là. Xavier et Timothée sont revenus des vignes et puis on a quelqu'un qui s'est introduit. Venez derrière là. Tiens, fais le service, s'il te plaît. Franck qui arrive des vignes aussi, on est en traitement plein pot aujourd'hui. Et puis Timothée qui était à la caméra aussi. Tiens, voilà, oui, l'apéro, la dégustation, c'est le vin est le seul produit, on partage tout obligatoirement avec quelqu'un. Quand on se met à boire notre verre de vin tout seul, oui, ou alors vraiment en mangeant, mais c'est souvent, il crée des liens et on le partage à deux. Donc, on a une belle couleur un petit peu, on n'a pas de pelure d'oignon, on a une belle couleur vive. On dit un petit peu groseille dessus. Intense, un rouge peut-être intense pour certains, mais ça lui met un beau caractère. En premier nez, on est vraiment sur ces notes un petit peu framboise. Un petit peu framboise fraise, vraiment ces arômes fruits rouges. Quand on le tourne, ça amplifie un petit peu, on lui ressort un petit peu ses côtés agrumes aussi qui reviennent. Et puis plein de notes fraîches. Première bouche. C'est ce qui peut surprendre. On a l'acidité qui arrive. On a un petit peu d'astringence. On a une légère amertume. Amertume un petit peu du pamplemousse qu'on retrouve dessus. Donc, ça fait saliver. C'est un vin qui a peu d'alcool. C'est un vin qui est entre 11,5 et 12. Et la majorité des vins rosés, ils sont plutôt au niveau de 13 d'alcool. Donc, forcément, avec peu d'alcool, on est sur cette tension, sur cette fraîcheur. On ressort les petits côtés groseilles aussi en bouche. On ressort les petites notes bonbons anglais. Bonbons anglais, c'est un petit peu ces mélanges de plein de petits fruits rouges. Et puis en bouche, oui, on a cette astringence de la mondeuse qui est là, qui sèche. Donc, idéal bien sûr, sur tout ce qui est épicé, sur tout ce qui est grillade à base de saucisses ou quoi, sur les viandes rouges aussi. Après, c'est la température de consommation. Bien sûr, on a l'habitude de prendre des rosés l'été, donc forcément les prendre frais. Mais l'hiver, on peut les prendre aussi en mangeant. Donc, quand il fait chaud, on hésite entre la température de confort, c'est-à-dire quand vraiment on a chaud, si on prend un vin à 18 degrés, il ne va pas passer, on va pas se faire plaisir. Donc, un vin frais va être plus agréable. Et l'hiver, un rosé, notamment sur le sport d'hiver ou quoi, en station, en terrasse, hélas, qu'on n'a pas connu cette année, il est très apprécié. Il est vineux, donc on peut vraiment le prendre en apéro, le passer sur les repas et revenir, puisqu'à 11,5, on peut en boire assez abondamment. Des petits points, des petits retours sur le rosé. Tout bon. Et juste une petite question, et du coup, en hiver, par exemple, on peut le boire beaucoup moins frais ou faudrait quand même le boire Non, en fait, c'est la température de confort. C'est l'organisme qui va vous demander. L'été, vous avez chaud, vous transpirez, donc forcément, on l'apprécie beaucoup plus quand il est bien frais, quand vous le sortez d'un frigo. L'hiver, vous le sortez de votre cave tout simplement. Allez, 12, 15, 10.
L'été, vous pouvez le descendre bien en dessous de 10. Voilà. De toute façon, l'intérêt après de l'avoir dans le verre, quand vous l'avez sur table, c'est qu'à partir du moment où vous le servez, vous en prenez une gorgée, il va remonter en température et c'est de même au niveau des arômes, ils vont s'ouvrir. Donc, à vous après de le caler en mangeant plus ou moins rapidement, mais c'est vraiment cette température de confort pour soi-même et la température de dégustation œnologique pour le vin, où là, on sait que c'est pour tous les vins, tous les aliments, c'est plutôt 15-18 qu'il faut chercher pour aller décrypter les bons arômes ou éventuellement retrouver les défauts aussi. Très bien. Hop, on reste sur la mondeuse pour passer à la mondeuse rouge. Là, on va sur la cuvée, notre première cuvée de mondeuse rouge qu'on appelle obstinée. Là, on est encore sur le millésime 2018. On a 2019 et l'embouteillé l'année dernière, on n'a encore pas. Voilà. Alors, obstiné, parce que c'est très facile, c'est un des premiers noms de cuvée que l'on a trouvé, parce que la mondeuse, on a failli la perdre il y a 30 ans. Même les gens du pays, on n'arrivait plus à la boire. Cette mondeuse qui était du pays, donc on la buvait parce c'était notre vin et peu d'alcool. Simplement, elle avait tous les défauts du monde. Elle manquait de maturité, donc forcément, les tanins, ils étaient verts, acerbes, on dit herbacés, terreux aussi. Donc, l'INAO, dans les années dures qu'on a eu 93-94, voulait interdire les vins rouges en Savoie, et notamment la mondeuse, où même les gens du pays, les Savoyards, ont encore cette image, la mondeuse, ont encore un temps de recul quand on parle de la mondeuse. Mais ça, donc, du coup, elle s'est très peu développée depuis cette époque. Et nous, on l'a bien replanté, on était obstinés vraiment sur ce cépage. Donc, le vin, c'est technique, c'est professionnel, c'est une passion aussi. Donc, il faut réapprendre tous les cépages, les vieux cépages qu'on retrouve, bien sûr, mais les cépages que l'on a, on doit vraiment se les approprier et aller chercher leur personnalité, leur caractère en fonction des terroirs. Et la particularité de ce cépage, on peut dire, c'est que déjà, les vins rouges, c'est beaucoup plus compliqué à faire que les vins blancs. On a 2 fois plus de composés dans un vin rouge, tous les tanins, les polyphénols, les antioxydants par rapport au vin blanc. Donc, il faut qu'ils soient. On sait que l'acidité, le sucre, on sait les quantifier au niveau maturité. Par contre, ces tanins, on ne sait pas les doser. Donc, après, il faut avoir des vignes qui comme disait Nadège tout à l'heure, au niveau des feuilles et tout, il faut que la photosynthèse se fasse bien pour avoir une bonne migration des sucres dans toute la plante et dans tout le raisin. Donc, la spécificité, c'est ça. Et aussi, comme je vous disais, ça ne monte pas en alcool. Donc, un vin rouge entre 11,5 et 12, si vous avez des défauts dessus, vous allez vite les ressentir et tout. Donc, c'est ce côté en même temps, peu d'alcool, frais, facile à digérer, bien en adéquation sur les plats. Donc, c'est un peu la spécificité. Dans les vignes, on doit favoriser cette photosynthèse, limiter les rendements, avoir des beaux feuillages qui tournent bien, qui fonctionnent bien étagés, c'est retombant, donc un palissage assez compliqué. Et c'est un cépage tardif, c'est vraiment le dernier cépage que l'on va vendanger. Donc, c'est sûr qu'il faut que la condition climatique nous aide aussi. Vinification sur cette cuvée. Alors, donc forcément, le raisin rouge, on va l'encuver, on va le mettre dans des cuves, après l'avoir préalablement égrappé. On enlève son gros support, la rafle, qui est en fait, qui a des problématiques de maturité qui restent très vert. Et si on cuve avec, on va amener des notes, des mauvais tanins, et on va amener des notes très vertes aussi. Donc, en enlevant cette rafle, on va tomber sur les notions de fruits, du fruit de la mondeuse qui est ses côtés d'épices. Donc cette cuvée 2018, on l'a embouteillée, en fait on la laisse classiquement jusqu'au début de l'été pour l'embouteiller, qu'il suffit qu'elle soit bien élevée en cuve, subit toutes les phases. Pour pouvoir l'apprécier. Puis quand on peut avoir un petit peu en bouteille, volontairement, on subit un stock, mais en même temps, on l'avait voulu sur la mondeuse, essayer de faire un stock pour que justement ces tanins se fondent et deviennent beaucoup plus souples et que le vin reprenne bien le dessus. Donc pour la mondeuse, c'est vraiment une belle bonne augure. Donc pour la dégustation, on est sur des belles notes
des belles notes rouges vives. On n'est pas sur de la burla, on est sur un petit rouge, un petit peu rubis. Alors, quand on la tourne, les notes alcooleuses sont pas trop, on n'a pas trop le glycérol est assez léger. Par contre, le nez, voilà, le nez éclate vraiment. Maintenant, on a une bonne année, on a 2 ans de bouteille. Donc, on a ce côté framboise qui émane, ces épices qui éclatent bien. Donc, et puis, 2018, c'est une année chaleureuse. Donc, on a vraiment des beaux arômes au nez. Et en fait, quand on en prend plein le nez, bon, on attend pour le boire tellement le nez nous apporte du plaisir. Mais en fait, c'est cet équilibre entre le nez et la bouche qui va dire que le vin, il a son optimum, il a sa maturité. Par contre, la bouche, elle peut peut-être pour vous être un peu dure, vous pouvez encore l'attendre. Première bouche. Voilà. On sent forcément une petite acidité qui vient nous prendre, un petit peu d'astringence. Les tanins ne sont pas trop durs, ils sont assez soyeux au niveau des sensations. Et on a plein de fraîcheur et une bouche qui est assez courte, elle n'est pas très longue, hein, cette bouche. D'une part, les tanins vieilles fermés. On a une structure légère parce qu'on est sur des sols caillouteux. Caillouteux et peu profond. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut prendre avec la mondeuse? Qu'est-ce qu'on peut manger? Comme on a beaucoup de fraîcheur, on va aller chercher les viandes rouges, on va aller chercher les charcuteries, on va aller chercher pour ceux qui n'aiment pas sur les raclettes, sur les raclettes tartiflettes le soir, on peut prendre ce vin rouge. Va très bien aussi avec les charcuteries, rafraîchit bien. Les plats locaux aussi, hein, sur des civets aussi. Sur les fromages, c'est plus problématique. Hein. Il faut vraiment chercher des fromages qui s'associent bien. Alors, c'est un peu antagoniste. La tome, apparemment, s'associe bien. Alors, une tome pas trop affinée. Une tome est Morbier, d'après Jean-Noël et Nathalie. La tome au mar aussi. Donc, à vous d'essayer aussi ces associations. Des retours pour la mondeuse? Obstiné. C'est ce qu'il faut être dans la vie. Voilà, je vous laisse avec Michel pour la suite. Alors, bonjour tout le monde. Juste une petite parenthèse avant de faire les 2 derniers vins. C'est sûr que cette année particulière nous a un peu obligé et permis de nous réinventer, réinventer aussi au niveau de la communication. Et donc, on essaye de communiquer différemment avec vous, avec les lettres de nouvelles, ce qu'on a appelé les coulisses de la maison Philippe Grisard. J'espère que vous en avez pris connaissance, hein, que ce soit par courrier pour le premier numéro qui a été publié en fin d'année, et puis par Internet également, sur notre site ou par Facebook. Vous avez pas mal d'informations. On essaye de prendre le temps de décrire les différentes étapes de ce qui se passe pour arriver jusqu'au vin, que ce soit dans les vignes, que ce soit dans la cave. Et il y a différents niveaux de lecture. Si vous avez envie d'en savoir beaucoup, il y a pas mal de choses à lire. Si vous voulez juste un petit peu, piochez par-ci, par-là. Mais en tout cas, ça nous fait plaisir, des retours que vous nous formulez pour nous montrer que c'est une bonne chose de communiquer, de vous expliquer comment ça se passe pour nous dans les vignes, dans la cave. En tout cas, merci à chacun de prendre connaissance de ce qu'on fait. Et puis, dans les actualités aussi, parmi vous, il y a des ambassadeurs de la maison Philippe Grisard. Ambassadeurs, c'est un réseau qu'on essaye de mettre en place actuellement. Il y a déjà pas mal de nos clients qui sont ambassadeurs, c'est-à-dire qui font parler dans leur entourage, font fonctionner le bouche à oreille. Et ça marche depuis de nombreuses années. Mais on essaye d'aller un peu plus loin. Et merci pour ceux qui vont déjà un peu dans ce sens-là. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus, vous trouverez des infos sur Internet. Mais surtout, venez nous contacter, nous passer un petit coup de fil, nous envoyer un petit mail. Et puis, on prendra plaisir à vous renseigner là-dessus. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus de ce qui se passe dans les vignes, c'est le printemps. Comme Xavier l'a dit tout à l'heure quand il était dans les vignes, il y a beaucoup de travail et souvent, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas et qui se disent le vigneron, il travaille l'hiver, la taille, il y a les vendanges, mais sachez qu'au printemps, il se passe beaucoup de choses. Donc, on propose à ceux qui le souhaitent de participer à une journée de relevage de la vigne. Donc, ça sera le 10 juin. Donc, on vous accueille au domaine avec plaisir pour vous montrer, si vous voulez participer, pour comprendre comment ça se passe, cette étape importante
de la vigne au printemps, donc sur le mois de juin et juillet. Et dernier événement donc, qui va arriver très prochainement, on est content de pouvoir enfin réorganiser des événements pour vous accueillir au domaine. Donc le 19 juin, ça sera nos retrouvailles printanières, donc avec une balade dans les vignes et puis surtout un marché de producteurs. On accueillera une dizaine de producteurs de la Comte de Savoie. Vous constaterez, vous en connaissez sûrement certains, mais des très bons producteurs locaux qui font des bons produits. Donc vous pourrez vous restaurer dans les vignes et puis repartir avec des produits de nos collègues. Donc on vous attend pour ceux qui peuvent venir, qui ne sont pas trop loin. Et puis sinon, ça sera pendant l'été pour ceux qui veulent venir pendant vos vacances ou autres. Je le rappelle la date, le 19 juin. C'est un samedi. Eh bien, on va passer aux 2 derniers vins, donc avec Philippe qui va reprendre sur la Mondeuse Saint-Jean-d'Aporte, la cuvée audacieuse. En Mondeuse noire, donc, on a 2 appellations villages très connus, enfin une surtout très connue, Arbin, et une autre, nous, sur l'autre village, Saint-Jean-de-la-Porte, qui est une appellation spécifique pour la Mondeuse noire. Audacieuse parce que justement ce cru il avait complètement disparu il y a une quarantaine d'années. Quand on a replanté des vignes sur cette commune, on a relancé les crus, on a relancé ce nom de village, cette identité très singulière dessus. Donc la mondeuse, cette mondeuse paradoxalement tardive, très présente dans ces contextes alpins, pentus. Il a besoin beaucoup de chaleur, donc la pente permet de bien capter les rayons du soleil, les cailloux aussi d'emmagasiner la chaleur. Et là, on est sur ce qu'on aime bien parler on est en vallée glaciaire, donc c'est ce que disait Nadège aussi, c'est le même terroir que la Verdez. C'est que le glacier, quand il s'est retiré, il a laissé tout ce qu'il a charrié avec lui, des cailloux, des cailloux particuliers, du granit, du quartz, alors qu'on est en zone argilo-calcaire, des calcaires aussi. Donc, beaucoup plus de cailloux, des sols profonds, par contre, qui vont amener la structure du vin et les cailloux qui vont amener la tension. On ne parle pas de minéralité dans les blancs, dans les rouges, je veux dire, mais qui va amener une certaine acidité. C'est pour ça peut-être qu'auparavant, cette mondeuse, ce cru avait été abandonné, parce que la mondeuse qui était déjà tardive, avec beaucoup d'acidité et de production, sur ces terroirs, c'était encore plus compliqué. Tandis qu'Arbin, sur une zone en argilo-calcaire plus régulière, on avait des meilleures maturités, puis il y a toujours eu des vignerons qui ont fait du vin sur l'autre terroir, sur le terroir d'Arbin. Que là, essentiellement, ce terroir était réservé à de la consommation familiale, ou alors les vignerons qui en avaient un petit peu le livraient à la coopérative de Cruet, mais dans les zones de travail, c'était assez compliqué. Spécificité, travailler en coteau, des cailloux, une des plus belles expositions que l'on ait sur la vallée aussi, en face des différents massifs, un petit peu en hauteur. Donc, c'est vraiment, quand on est dans ces terroirs, on a vraiment un grand plaisir aussi d'être dehors à travailler sur cette zone. Donc, c'est vraiment un cépage, oui, très tardif. Donc, pour sa vinification, on va aller chercher sa maturité optimum, ses maturités phénoliques. Donc, ça devient un petit peu compliqué avec, c'est une zone où justement c'est sauvage aux côtés. On a les cerfs, les chevreuils, les sangliers, les blaireaux, les oiseaux qui viennent aussi goûter. Avant la mondeuse, même les sangliers ne la mangeaient pas, ne voulaient pas la manger, tellement elle était dure. Et aujourd'hui, à peine est-elle mûre, qu'ils viennent se l'approprier. On pense que c'est un phénomène de chaleur. Ils viennent s'hydrater en mangeant des mondeuses. Donc, on clôt nos vignes fin août pour protéger des complexités aussi. Vinification, donc on va aller toujours pareil, comme je vous disais tout à l'heure, égrapper cette mondeuse, enlever la partie verte pour laisser macérer, pour laisser fermenter plus longtemps. Par contre, comme on a de la belle structure dans ces sols, on va pareil aller chercher la structure de ce vin en cuvant une bonne quinzaine de jours pour aller récupérer vraiment son identité de terroir. En fermentant ainsi, les malolactiques se déclenchent assez rapidement. On a de l'acidité, mais c'est très favorable à cette fermentation, ce qui fait qu'un mois après l'encuvage, en principe, nos 2 fermentations sont finies. On soutire nos vins rouges pour aller fixer les couleurs, on l'aère un petit peu pour aller déjà attendrir les premiers tanins, et puis après on élève en
en cuve, tout simplement, pour garder bien son caractère et sa fraîcheur, sa typicité. En dégustation, le cru de Saint-Jean-de-la-Porte, s'il y a 20 hectares, le cru d'Arbin, il y a 40 hectares en zone déclarée en Arbin. En Saint-Jean-de-la-Porte, si on a 20 hectares, c'est un petit peu tout. Nous, c'est une zone vraiment qu'on développe beaucoup, très intéressante pour pouvoir. On a 3 années aussi à la dégustation. Donc, on est sur un peu les mêmes reflets que précédemment. On est en jeune vigne, donc on n'a pas des couleurs très noires, très chargées. On est sur des rouges rubis assez légers. Il y a un beau nez. On est sur le millésime, là, on a les 3 millésimes, on est sur 2019 qu'on vous présente, sachant que le 2020, on va l'embouteiller que sur les fin juin, début juillet. Donc, on a vraiment des beaux arômes complexes. On a même du fruit noir qui vient derrière, des épices. Cassis, oui, le côté très cassis qui émane, fruits rouges, fruits noirs, très, très framboise. Alors, la bouche, on n'a pas la même attaque que sur le petit nez. On a une attaque moins vive, on a tout de suite une chaleur qui arrive. Les tanins sont. C'est un vin beaucoup plus tannique, mais par contre, ils sont moins acerbes en bouche. Ils vont moins du fait qu'on a la structure du vin, ils vont moins être durs et agressifs. Et en fait, on a une bouche qui arrive beaucoup plus longue, beaucoup plus soyeuse, avec toute sa fraîcheur qui revient derrière. Bon retour d'épices aussi. Voilà. Donc là, on va chercher de même, comme on a beaucoup de fraîcheur, les viandes rouges. Tout ce qui est viande rouge, tout ce qui est un petit peu épicé, tout ce qui est un peu singulier. Alors les fromages, du fait d'avoir un petit peu plus de tanin, ça reste un petit peu aussi assez compliqué. Après, quand on adore les fromages comme le tome et les vins, ça peut s'associer. Mais si on veut avoir ces équilibres, c'est vraiment avec les viandes. Des questions pour l'audacieuse de Saint-Jean-de-la-Mondeuse, de Saint-Jean-de-la-Porte? Voilà. Nadège nous présente la dernière cuvée. On va faire assez rapidement pour finir. La dernière cuvée, c'est notre incarnat. Vous connaissez certainement, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on le vinifie. Donc des bulles. Ça se déguste un petit peu différemment, mais l'incarnat, on aime bien dire que c'est un vin entre un jus de raisin et un vin, et que c'est sans complexe, ça se boit assez facilement. C'est vraiment pour célébrer les choses et pour se faire plaisir en fin de journée. En apéro pour un repas. Donc toujours à boire très très frais, ça c'est important. Je vous passe un petit peu les détails techniques. Peut-être juste un point assez important sur la vinification de ce vin. C'est du gamay. Et en cours de fermentation, en fait, on bloque la fermentation par le froid pour garder tous ces arômes frais, variétaux, primaires, ce qu'on appelle, donc très fruités en nez. Et en fait, le fait de bloquer la fermentation en cours de route, on va aussi garder beaucoup de sucre, et on va être à un degré d'alcool beaucoup moins important, donc entre 7 et 8 degrés d'alcool. Et c'est un vin plaisir à déguster en famille. De retrouvailles. Et du coup, pour conclure, notre petit traditionnel trinquage de l'équipe. Voilà, on espère que vous avez des questions peut-être sur ce vin, sur cet incarnat qui est la couleur entre le rouge et le rosé, l'incarnat. Et là, on perd tout repère d'appellation. Donc, c'est un vin de France, du coup. Et qu'on utilise le gamay, un peu de mondeuse, un peu de jacquère dedans. Voilà. Merci beaucoup à vous. C'est dommage que vous n'ayez pas que le beau plateau de fromage et les bouteilles, mais on espère vous recevoir et vous retrouver presque dans les mêmes conditions. Bien. Merci beaucoup. Allez, santé à toutes, à vous tous. Merci beaucoup. Santé. À très bientôt. À bientôt. Santé. Philippe, merci pour la dégustation. Dommage que j'ai pas les mains. Ah voilà, tu es arrivé chez toi, Benoît.
Oui, désolé, mais j'ai vu que tu avais livré, j'ai appris que tu avais livré les vins pour le Rotary. Oui, Donc, n'oublie pas de m'envoyer ta facture. oui, d'accord. Ben, en espérant vite remonter sur votre secteur. Hein, j'ai appris que tu avais fait cette petite initiative, donc j'étais très friand de vous écouter et je suis bien triste de ne pas avoir les vins à goûter. Je n'ai que du Molière à goûter, mais il est très bon. Voilà. Hein. En tout cas, bravo pour l'initiative. Allez, au plaisir à tous. Il y en a qui dégustent aussi dans des beaux verres. William, bravo. Ouais, en tout cas, non, on a pu suivre toute la dégustation avec toutes les bouteilles, parce on est passé récupérer les bouteilles et c'est très appréciable du coup d'avoir vos avis avisés. Et du coup, on déguste encore mieux les vins, c'est super. En espérant qu'il y aura d'autres sessions comme ça. Ben voilà, là, on va partir sur une période plus mouvementée pour nous dans les vignes, dans la vente et tout. Donc là, voilà, on ne promet rien pour la suite. On va essayer de déclencher, oui, avec nos événements en plus, un petit peu de porte ouverte aussi, les marchés, les points de vente. Là, ça va être mouvementé. Donc, on verra, on va s'adapter. Et puis sinon, à très, très bientôt. Plaisir à tous. Plaisir. Au revoir. Au revoir, merci. Petite dernière question. Du coup, j'ai entendu que la journée dans les vignes, c'était le 10 juin. Du coup, ça sera un jeudi, c'est bien ça? Le 19, pardon, le 19 juin. 10 juin, c'est les relevages. Ah non, oui, voilà. Il y a une journée, oui, parce que dans les vignes, on a notre marché de producteurs, mais vraiment la journée pour venir découvrir un peu les vignes, oui, c'est le jeudi 10 juin. D'accord. Ok. Participer à quelques travaux, voir un peu avec l'équipe, carrément, les relevages, la vigne et tout. Ouais. En partie, hein, sur une portion de journée à votre convenance. D'accord. Et la météo aussi. En espérant que la météo soit plus clémente que ces derniers jours. Oui, on risque de passer dans les extrêmes. Mais ça ne sera Oui, pas. je vais faire quoi. Ouais. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne Au soirée. revoir.